Ce journal, les membres du gouvernement se familiarisent avec les outils de la bonne exécution du budget de l'État. Le séminaire gouvernemental qui les réunit est animé par un expert du Fonds monétaire international. Et puis, le ministre Dr Ibrahima Kourouma a fait une visite inopinée sur les chantiers de construction à Kaloum. Il est allé faire respecter les instructions du chef de l'État, à savoir l'arrêt immédiat des travaux sur tous les chantiers afin d'examiner les dossiers des promoteurs. Enfin, à Kouroussa, dans la ville de Kamaralaï, la danse du Dundumba est mise au service de la paix. Les fils de la localité s'en servent pour renforcer les liens de fraternité dans le Hamana. C'était là pour le sommaire. Bonsoir à tous. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. Ouverture à Conakry ce matin d'un séminaire gouvernemental. Son objectif est de familiariser les membres du gouvernement avec les outils d'élaboration, d'adoption et d'exécution du budget de l'État. Animé par un expert du Fonds monétaire international, l'accent a été mis sur l'exécution des budgets ministériels selon les normes internationales requises. Adi Kamara, Ousmane Bangoura. C'est un séminaire gouvernemental. Il est axé sur la présentation du processus d'élaboration, d'adoption et d'exécution du budget de l'État. Un exercice qui obéit à des principes réglementaires en matière de gestion des finances publiques. À cet effet, les techniciens en la matière se sont penchés sur les réformes de base et la qualité des prévisions budgétaires de l'État. Le présent atelier offre l'occasion aux membres du gouvernement de se familiariser avec ce processus en vue d'améliorer la qualité du projet de loi de finances qui en découle. La Constitution impose une date contrainte pour le dépôt du projet de budget à l'Assemblée nationale au plus tard 15 octobre de chaque année. Cette date contrainte nous impose de dérouler un calendrier budgétaire pour respecter cette contrainte. Et ce processus est assis sur trois principes majeurs, en l'occurrence l'exhaustivité, la transparence et la participation. Pour améliorer le système des finances publiques en Guinée, les experts veulent bâtir une nouvelle stratégie de prévision budgétaire avec en prime la maîtrise de la nature des dépenses à effectuer. Le débat sur le budget doit commencer au sein des ministères d'abord. Un débat interne sur la répartition intraministérielle de cette enveloppe que le Premier ministre a octroyée à chaque ministère. Donc un débat budgétaire interne doit pouvoir se mettre en place au niveau de chaque ministère de manière à préparer les avant-projets qui vont faire l'objet des discussions en conférence budgétaire convoquées par le ministre du Budget. Il y aura les conférences budgétaires qui vont être organisées par le ministère du Budget au courant de ce mois d'août, où les ministères vont venir défendre leurs projets ou avant-projets du budget. C'est sur cette base que les arbitrages vont se faire et qui vont remonter jusqu'au Conseil des ministres où se fera l'adoption du projet de loi de finances. La modernisation de la gestion budgétaire dans les différents départements ministériels vient privilégier la transparence et la participation. Cet atelier était un exercice utile et qui a été extrêmement bénéfique pour les membres du gouvernement parce qu'en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption du budget, il faut dire que beaucoup de ministres, membres de ce gouvernement, étaient très mal informés et n'avaient pas assez de maîtrise sur le processus budgétaire. Nous sortons aujourd'hui beaucoup plus aguerris. Aujourd'hui, on a pu comprendre un peu plus en détail le rôle des différents assistants financiers dont disposent les ministres, c'est-à-dire les chefs des divisions administratives et financières, les chefs comptables matière, les personnes responsables des marchés publics. Et il a été aussi explicité que l'ordonnateur principal de tous les départements ministériels, c'est le ministre lui-même. Mais il est assisté dans cette tâche par des personnes qualifiées de haut niveau que l'administration lui a confié pour l'aider dans l'accomplissement quotidien de sa tâche. Au cours de ce panel, l'accent a été mis sur les grandes orientations de la politique des finances publiques. Là-dessus, les techniciens sont revenus sur la promotion des projets d'investissement permettant ainsi de soutenir la croissance économique de la Guinée.
Vous l'avez compris, ce séminaire gouvernemental a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Dr Ibrahima Kassori Fofana est largement revenu sur les enjeux liés à l'exécution correcte du budget de l'État. Il est au micro de Adi Kamara. Cet atelier, vous vous en doutez, se tient dans un contexte de redynamisation du travail gouvernemental visant l'accélération de la mise en œuvre du plan national du développement économique et social PNDS en vue de la transformation structurelle de l'économie guinéenne et de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. En effet, dans le souci d'une meilleure présentation budgétaire, le projet de loi des finances 2019 est élaboré conformément à la nouvelle nomenclature budgétaire en application des articles 18 et 19 de la loi organique relative aux lois des finances. Cette présentation permet d'accroître la lisibilité et la transparence des informations budgétaires. Pour l'exercice 2019, l'ensemble des ministères sont invités à présenter leur projet de budget sur la base du cadre de dépenses à moyen terme sectoriel, CDMT. L'application de cette approche s'inscrit dans la perspective du passage à la budgétisation par programme conformément aux dispositions normatrices de la LORF. Compte tenu des enjeux de cet atelier et des défis qui se présentent à vous, ministre, je demande à chacun d'entre vous de mettre à profit cet atelier pour une meilleure appropriation des règles et principes fondamentaux qui encadreront les conférences budgétaires à venir. En tant que coordonnateur de vos budgets, je souhaite, à travers cet atelier, que vous puissiez trouver des réponses à vos préoccupations et que vous garantissiez, ce faisant, l'atteinte des objectifs consignés dans les lettres de mission que je vous ai envoyées il y a 2 semaines. Car en réussissant la programmation budgétaire, nous créerons les conditions de la réussite de la mission du gouvernement. Je souhaite que cet atelier soit ainsi la plateforme d'échange responsable, dans un langage franc et constructif, et dans un esprit d'équipe et de cohésion gouvernementale. On se rend à l'hémicycle où le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience les membres de l'Organisation coréenne pour la culture céleste, la paix mondiale et la restauration de la lumière. Compte rendu d'audience, Robert Sidi Tolno. C'est une organisation coréenne œuvrant dans la culture céleste, paix mondiale et restauration de la lumière. Cette structure qui entend rayonner et élargir son partenariat à travers le monde vient officiellement présenter l'organisation à l'institution parlementaire guinéenne, mais surtout remettre au président de l'Assemblée nationale sa lettre d'invitation afin de participer à sa prochaine conférence en septembre 2018 en Corée. Nous avons 3 initiatives principales. Premièrement, c'est la déclaration pour la paix et la cessation des guerres. Deuxièmement, c'est l'harmonie entre religions, parce que environ 80% de la guerre vient au nom de la religion. Le troisième, c'est l'éducation de la paix. Cette conférence, qui pourrait connaître la participation de plusieurs personnalités du monde, a été longuement expliquée au président de l'Assemblée nationale guinéenne. L'honorable Claude Korikondiano a signifié son soutien à l'initiative. Sachez que j'adhère à votre idée de promouvoir la paix à travers le monde et que nous allons essayer de promouvoir votre idée ici, de présenter votre organisation et ses objectifs, à la fois aux députés, si je crois à l'ensemble, n'est-ce pas, de ceux qui sont aux affaires dans notre pays, parce que la fonction est tellement noble qu'il faut que nous nous organisions plutôt à faire en sorte que vous soyez
très bien connu en Guinée. Le séjour de travail à Conakry de la mission sera mis à profit pour rencontrer plusieurs autres personnalités du pays. Le drame de Korontine, il y a une semaine, concentre encore les attentions. Il relance surtout le débat sur le non-respect des normes de construction dans notre pays. Depuis 6 ans, 3 cas d'effondrement ont été enregistrés à Conakry. C'est la chronique d'une série noire que vous propose Mohamed Seyar Souma dans ce grand format. Suivez. L'urbanisation à Conakry est marquée par une occupation désordonnée de l'espace et des constructions qui poussent comme des champignons. Des effritements et effondrements se produisent souvent les nuits, toujours en période de pluie et au milieu des habitations généralement de fortune. Le dernier cas en date s'est produit à Koronti il y a une semaine. Nous étions encore au salon avec toute la famille quand nous avons entendu le grand bruit de l'effondrement. Nous avons cherché à nous mettre à l'abri dans la chambre. Nous nous sommes mis à crier dans la poussière. Des secouristes sont venus nous sauver avant que je ne perde connaissance. L'équipe de la protection civile a extrait tous les corps ensevelis sous les décombres. Bilan, 4 morts, des blessés et des maisons détruites aux alentours de l'immeuble écroulé. Pas besoin d'être un spécialiste des constructions pour poser les premiers constats. J'ai toujours écrit au ministère de l'Habitat, tous les bâtiments en hauteur, on ne doit pas construire sans que le document ne passe à la protection civile. Moi, je suis ingénieur de sécurité incendie. Donc, tous les bâtiments en hauteur doivent passer, le plan d'abord doit passer à la protection civile pour la validation. D'abord pour les mesures de sécurité incendie, mais nous devrons savoir le bâtiment, comment le plan a été élaboré, quels sont les matériels. Parce que si vous avez vu, il y a eu l'effondrement, c'est parce qu'il n'y a pas eu le respect des, comment on appelle, des normes. Même en voyant l'implantation, on voit qu'il n'y a pas eu d'excavation. Et on ne peut pas construire 2, 3 étages sans excavation. Nous avons pris des renseignements avec les riverains qui nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu de machine ici pour faire des excavations et que ça a été fait à main nue. L'homme ne peut pas faire à main nue des excavations pour 8 étages, c'est pas possible. La série noire des effondrements d'immeubles en construction commence en 2012 à Conakry. Dans la commune de Dixine, à la minière, un immeuble de 6 étages est réduit en poussière. Mais en Guinée, on oublie trop vite les alertes pour veiller sur des mesures de précaution durables. Les services à la base veillent difficilement au grain. 2 années après la minière, une autre tragédie a lieu à Lambagny. 2 morts et plusieurs blessés sous les décombres. J'étais dans ma chambre. Soudain, j'entends un grand bruit. C'était l'écroulement de l'immeuble. Et nous sommes sortis pour sauver les gens. Ces 3 cas d'effondrement d'immeubles sur 6 ans ont fait 9 pertes en vies humaines. Mais qu'est-ce qui explique l'allongement de cette série noire dans la construction d'habitat? Nous avons rencontré l'une des voies autorisées du secteur des bâtiments et des travaux publics. Sa réaction est proche du mea culpa. Un bâtiment qui tombe, le plan il peut être mal fait, mais si les structures qui ont composé et la réalisation du bâtiment sont faites dans les règles de l'art, je pense que le bâtiment ne va pas tomber. Donc la situation qui prévaut aujourd'hui interpelle la mission d'ingénieur. Les spécialistes fustigent aussi les promoteurs immobiliers qui auraient peu de respect pour les normes de construction des bâtiments. Pourtant, les procédures en la matière sont bien claires. Depuis le montage du projet, l'architecte vous accompagne à mieux vous pourvoir, à mieux constituer votre programme de construction. Après, il vous aide à faire les études liées à la construction que vous souhaitez.
Après ces études, il vous accompagne à faire les démarches administratives pour que vous disposez des documents légaux vous permettant de construire votre bâtiment. Et après la construction du bâtiment, l'architecte vous aide à certifier votre bâtiment. En quoi faisant? En vous délivrant une attestation de bonne exécution. Vous prenez cette attestation, vous partez vers les services qui vous ont délivré le permis, vous avez le certificat d'habitabilité. Aujourd'hui, les pratiques doivent changer. L'administration est appelée à se montrer ferme, comme le veut le chef de l'État dans son souci de préserver des vies humaines. L'état de plusieurs autres immeubles inspire des inquiétudes en ce moment. Le cas par exemple de cette construction située à Nongo. Sa fondation est bâtie sur la clôture d'une villa déjà habitée. À plusieurs reprises, l'arrêt des travaux est envisagé, mais l'opération s'arrête aussitôt qu'elle démarre. À Conakry, la médaille du baume actuel des constructions a donc son revers, qu'il faut maîtriser à tout prix. Justement, c'est hier, depuis le dernier cas en date de cette série noire qui est l'effondrement de l'immeuble à 7 niveaux dans le quartier de Coronti. L'heure est à la vigilance. Le président de la République, qui s'était rendu en personne sur les lieux du drame, a donné des instructions fermes, celles de stopper dans l'immédiat tous les travaux sur ces chantiers afin d'examiner le contenu des dossiers des promoteurs. Martin Fancinadouno. La ville de Conakry connaît une urbanisation accélérée non structurée. Depuis quelques années, des immeubles sortent de terre. Parfois, les normes de construction ne sont pas respectées. Le phénomène d'effondrement de quelques édifices est la conséquence de cette anarchie. Le dernier cas est survenu il y a une semaine à Coronti dans Kaloum. Depuis, le président de la République a annoncé des mesures. La chose que nous allons faire maintenant, c'est qu'au niveau du ministère de l'Urbanisme et du gouvernorat, et du chef de quartier, systématiquement, toute personne qui veut construire une maison en étage, il faut qu'il donne le plan et qu'on voit avec l'architecte et l'ingénieur. Parce que souvent, les gens construisent des maisons sans soubassement. Par exemple, si les maisons n'ont pas de soubassement, on ne peut pas construire une maison étage sans soubassement. Donc maintenant, il faut qu'on prenne toutes dispositions. C'est pourquoi nous avons prévu dans le plan de Conakry Développement de faire déménager les gens de la maison sur la connaissance de construire afin de tout casser et reconstruire. Les mesures sont appliquées par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Dr Ibrahima Kourouma effectue une visite inopinée sur quelques chantiers de Kaloum. Il s'est fait accompagner des membres des ordres des architectes et ingénieurs. Sur le terrain, les débats sont engagés avec les promoteurs et superviseurs de ces chantiers pour comprendre les contours techniques et les matériaux utilisés. Suite à quelques défaillances constatées, le ministre ordonne l'arrêt des travaux. Cette instruction ferme du président de la République est une instruction pour que nous travaillions de manière à ce que tout ce qu'il y a comme chantier aujourd'hui, nous ayons toutes les informations nécessaires. Vous savez, beaucoup de chantiers aujourd'hui fonctionnent, je ne dirais pas de façon irrégulière, mais qui fonctionnent de façon à ce que certaines choses ne soient pas précises à l'intérieur. Vous savez, pour construire, il faut un permis de construire. Le permis de construire peut être obtenu. Mais malheureusement, très souvent, ceux-mêmes qui sont sur les chantiers ne sont pas des cadres qualifiés. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sortis avec l'ordre des architectes, l'ordre des ingénieurs. Nous allons faire arrêter tous les chantiers sur instruction du président de la République. Tous les chantiers arrêtés, nous demandons à tous les propriétaires des chantiers de se présenter au niveau du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire avec tous les documents. Et dans ces documents, nous allons voir non seulement s'il y a un titre foncier, mais aussi quels sont les architectes et quels sont les ingénieurs qui ont travaillé, qui ont participé, qui ont contribué à l'élaboration de ces documents. On ne peut pas commenter au-dessus. L'a déjà été pris devant moi à Corentin là-bas. Donc si le ministre est là aujourd'hui, là je reste derrière la décision. Ils vont vérifier le document, si c'est propre, il n'y a pas de problème. C'est une première pour le département en charge de la gestion des terres et de la construction d'associer architectes et ingénieurs professionnels à de telles opérations. La réaction positive, c'est de maintenant changer la manière de faire les choses au niveau de la construction. On a vu des maîtres d'ouvrage qui étaient indiqués comme architectes. On a vu tout à l'heure, je pense que vous avez fait noter, un bâtiment qui était on avait un bâtiment en R+1 avec un étage et on se retrouvait à construire 2 niveaux sans panneau de chantier, sans rien. Et c'est une assurance de la place connue qui a pignon sur rue et qui se permet de construire des choses. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas que des privés, des particuliers, mais également même des entreprises se donnent à ce type de pratiques et il faut vraiment stopper cela. De Sandarvalia, en passant par Temenetaï jusqu'au boulevard de commerce, le ministre a visité tous les chantiers.
Il dresse un constat déplorable, l'absence des ingénieurs et architectes pendant l'exécution des travaux. Avant de prendre des mesures draconiennes, il invite les promoteurs à présenter tous les documents justifiant l'exécution de leurs projets immobiliers à son cabinet dès lundi. L'actualité, c'est aussi ce processus de reconversion des femmes pour sortir de la pauvreté. C'est une nouvelle option qu'envisagent beaucoup de femmes actuellement. Celles que vous allez voir en image sont passées à l'acte. Elles étaient dans des carrières avec des marteaux, des pelles ou encore des pioches. Maintenant, elles vont évoluer dans l'agriculture avec un soutien du consulat suisse en Guinée. Tiernosman Diallo, Sankumba Doukouré. Dans leurs prestations théâtrales, elles sensibilisent les femmes à ne pas travailler comme concasseuses dans des conditions rudimentaires. Dans plusieurs zones du pays, les femmes effectuent cette activité au péril de leur santé. Depuis quelque temps, le réseau guinéen des femmes de l'artisanat s'emploie à reconvertir les concasseuses de Conakry en orientant leur attention sur les opportunités agricoles. Regroupées en groupement, les femmes reçoivent des équipements pour entamer une nouvelle expérience qui leur permettrait de gagner dignement leur vie, loin de la poussière et du bruit des marteaux qui s'abattent sur les blocs de pierre. L'idée de cette reconversion est venue, disons, du président de la République, le professeur Alpha Condé. Lors d'une de nos rencontres avec lui et les artisans, j'ai parlé que les femmes souffrent. Il y a même des femmes, pour subvenir à leurs besoins, il faut casser les pierres. Il y a des femmes concasseuses. Et dit alors, madame, essayez de les reconvertir dans le maraîchage et l'agriculture. C'est ce qui m'a poussé à faire un projet pour pouvoir trouver un financement et afin que je puisse les reconvertir. C'est ici, à la plaine de Sonfounia, que les femmes vont se mettre à l'œuvre dans l'espoir de devenir des agricultrices modèles grâce à la formation reçue et aux premiers équipements acquis. L'ambassade de Suisse, à travers son consulat en Guinée, accompagne ce processus de reconversion qui fait désormais l'objet d'un projet suivi de près. Autre volet de leur reconversion, la cinquantaine de femmes apprennent ici les techniques de conservation des fruits et légumes. En saison sèche, cette activité devrait leur permettre d'obtenir des revenus supplémentaires et à ne plus songer aux carrières. On produit des mangues, on produit suffisamment de fruits et légumes, mais après 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qu'on constate? C'est la disparition de ces fruits et de ces légumes, parce qu'ils n'ont pas les moyens de conservation, parce que ces fruits vont pourrir. Alors, c'est pour venir en aide à nos mamans que nous avons eu l'idée de concevoir ce soir afin de le vulgariser dans le monde agricole. Durant tout le processus de formation, les concasseuses se font accompagner de leurs filles. Celles-ci devront contribuer à pérenniser les connaissances acquises et former un noyau de jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole. Diplomatie, Gérardus Djelen, l'ambassadeur de l'Union européenne, fait ses adieux à la Guinée après 4 années de service. Calme, perspicace et humble, l'homme a toujours œuvré auprès du gouvernement pour le développement de notre pays. Il est appelé à d'autres fonctions à Bruxelles, mais avant de faire ses valises, le diplomate européen a convié la presse à un déjeuner à sa résidence à Donka, Mabinti Laïsouma. Depuis 4 ans, il accompagne la Guinée sur tous les fronts. De la résolution des crises politiques au développement socio-économique, Gérardus Djelen s'est beaucoup investi pour mener à bien sa mission. Dans une semaine, il quitte Conakry avec quelques souvenirs. L'événement qui m'a le plus marqué, c'était en septembre 2016, quand il y a eu un rapprochement entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. J'ai senti comme un grand ouf de soulagement dans ce pays. Et on a vu qu'avec ça, une réelle négociation était possible pour essayer de conclure le dialogue politique interguinéen et commencer à construire réellement pour une amélioration du processus démocratique en Guinée. Pour dire au revoir au peuple de Guinée, le diplomate européen a offert un déjeuner aux journalistes, des hommes et femmes de médias qui l'ont côtoyé et accompagné dans sa mission. J'ai découvert en lui un homme de vérité, un monsieur qui, dans les moments difficiles, a eu le courage de dire aux Guinéens
vous dites que ça ce n'est pas bon, mais je pense que ce n'est pas mal. Vous pensez que cela est très grave, mais il y a encore plus grave à travers le monde. Et ces moments de vérité, il les a répétés aussi bien à Conakry qu'à Zérékoré, où j'ai travaillé avec lui quand j'étais à l'UNICEF. Et ce sont ces choses qui m'ont marqué, et c'est ce qui fait que je suis venu lui dire au revoir. Il y a eu ce maintien des relations entre la délégation de l'Union européenne en Guinée et la presse guinéenne à travers diverses activités. Donc on a cité des formations, des concours qui se sont organisés et plein d'autres activités appui à la presse guinéenne. Je pense que tout ceci a contribué justement à bâtir une relation solide entre la presse et la délégation de l'Union européenne. Et je suis convaincue que même après son départ, cette dynamique va continuer. Fort de ces acquis, d'autres défis l'interpellent déjà. À partir du 1er septembre, Gérardus Guélène prendra fonction à Bruxelles au service européen d'action extérieure. Il quitte Conakry en laissant derrière lui des actions concrètes comme cette route de 63 km entre Kissidougou et Guédou. Je vous propose à présent les échos du monde. Les nouvelles nous viennent du Zimbabwe où la vie reprend après les violences post-électorales de Séoul où on a enregistré ce week-end une manifestation contre la pornographie en caméra cachée. Le résumé de l'actualité africaine et du reste du monde, c'est avec Daouda Tabansila. La vie reprend son cours normal au Zimbabwe après les violences qui ont secoué la capitale Harare à la suite des élections qui se sont déroulées dans le calme lundi. La situation a dégénéré mercredi quand la police et l'armée ont réprimé une manifestation de l'opposition faisant au moins 6 morts. Le nouveau président zimbabwéen tente l'apaisement vis-à-vis d'une opposition qui crie à la fraude. Malgré la canicule, des dizaines de milliers de femmes sud-coréennes participent à un rassemblement contre la pornographie par caméra cachée. Un fléau en pleine expansion. La canicule qui sévit à Séoul comme en Europe ne dissuade pas ces manifestantes. Ces rassemblements mensuels organisés depuis le mois de mai n'ont cessé de gagner en ampleur, devenant les plus importantes manifestations de femmes en Corée du Sud. Des aubergines et des poivrons qui poussent à la verticale, des fraises et des salades qui se récoltent à l'aide d'un escabeau. Dans ce potager perché sur un toit de banlieue parisienne, une culture hors sol parfaitement adaptée au milieu urbain. Rendons-nous à présent à Kouroussa, dans la ville de Kamaralai, où le Dundumba est mis au service de la paix. Cette danse, encore appelée danse des hommes forts, invite au renforcement des liens d'amitié et de fraternité pour le progrès du Amana. Reportage Djamo Kaba. À Kouroussa, la danse folklorique Dundumba résiste au temps et continue de renforcer la cohésion sociale. Elle propose à l'ensemble des populations des occupations variées correspondant à leurs désirs. Facteur de rapprochement, la danse des hommes forts valorise aujourd'hui le dynamisme de cette cité historique. Au stade préfectoral de Kouroussa, l'Amphiatouré, à travers la jeunesse, s'attache à restituer le passé du Amana. Il invite la nouvelle génération à cultiver la paix et l'esprit du développement local. Kouroussa est une famille, Kouroussa doit prendre ensemble et laisser ensemble. C'est ce qui a fait que nous sommes arrivés à Kouroussa pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et prouver que Kouroussa, c'est une famille et que rien ne peut nous séparer. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui à Kouroussa, être dans la boue comme mes frères, partager ces sentiments et dire, faire croire à tout le monde que personne ne peut développer cette préfecture si ce n'est pas nous-mêmes. Et qu'on se sacrifie, ce que nos parents nous ont légué, les sacrifices que les parents nous ont consentis pour que nous devenions quelque chose. C'est le retour de l'ascenseur, c'est rien d'autre.
et nous serons là chaque fois que c'est nécessaire. La jeunesse vient de prouver encore une fois de plus qu'ils sont ensemble et qu'ils sont derrière M. Touré, M. Latia Touré, parce qu'ils se sont mobilisés pour aller le voir, pour qu'il puisse vraiment les accompagner, afin que la paix puisse régner ici vraiment, ici à Kouroussa. Le sport aussi n'a pas été occulté au cours de cette rencontre. Un match de football est organisé pour aider les jeunes à se tourner vers l'avenir. Il a opposé l'équipe de la presse locale et les conducteurs de taxi-moto. Une nouvelle approche des initiateurs pour favoriser le développement des activités culturelles et sportives. Je suis très ravie et très contente aujourd'hui pour cette manifestation. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut ce développement-là. Les jeunes qui ont pu organiser cette manifestation, on doit les encourager et les remercier. Une lecture du Saint-Coran a réuni les sages et les jeunes de Kouroussa. Objectif, implorer la grâce divine pour le progrès du Hamana. La paix et l'unité nationale sont évoquées pour une stabilité sociale en Guinée. Sport handball, le Sili Cadet est à Kigali au Rwanda. L'équipe guinéenne prend part au Challenge Trophée du continent qui doit se dérouler du 6 au 13 août prochain. Peu avant leur départ, les joueurs ont eu l'honneur de recevoir le tricolore national des mains du président de la Fédération guinéenne de handball. Commentaire Kaba Fodi. Cette cérémonie de remise de drapeau annonce officiellement les couleurs de la participation de la Guinée au challenge continental de handball des moins de 17 ans à Kigali. La compétition qui démarre le 6 août prochain regroupe les meilleurs des différentes zones de la pratique de handball en Afrique et doit se poursuivre jusqu'au 13 courant dans la capitale rwandaise. La Guinée, championne de la zone 2, représente la deuxième zone de l'Afrique de l'Ouest à ce tournoi qualificatif au challenge mondial et à la Coupe du monde des moins de 17 ans. Tout un défi pour la Fédération guinéenne de handball. La conquête de ce trophée continental reste un objectif majeur pour ces jeunes joueurs qui veulent confirmer leur performance dans la catégorie. Un véritable challenge pour le capitaine de l'équipe qui n'est pas à sa première expérience. Pour réussir ce pari, la Fédération guinéenne de handball a renforcé l'effectif. 3 professionnels font partie du groupe. Pour eux, la défense du tricolore national est une priorité. Logé dans le groupe B en compagnie du Nigeria et du Cameroun, le Sili Cadet entre en compétition le 7 août contre le Super Eagles du Nigeria. L'équipe a quitté Conakry samedi pour Kigali. Fini ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez désormais nous suivre en direct ou en différé sur le www.rtgcoloma.info. Je vous souhaite un très bon week-end et à demain.